Il était une fois Marcel. Salut. Marcel aimait les parties de Scrabble, les cartes à la rhubarbe, renifler la fumée d'une allumette ou résoudre un casse-tête chinois. Patrick, 6 lettres. Combien, Guillaume? 6 lettres. Mais non, 10 lettres, espadrille, 10 lettres. E-S-P-A-D-R-I-L-L-E, 10 lettres. Ce que Marcel détestait par-dessus tout, c'était de pédaler avec un jean mouillé, d'avoir un mot sur le bout de la langue, de sentir des miettes dans le drap de son lit ou d'avoir envie d'éternuer sans y parvenir. C'est vrai, c'est chiant quoi. On pourrait dire que Marcel était une personne à peu près ordinaire, mais ce que Marcel détestait par-dessus tout, c'était les problèmes laissés sans solution. L'élevage du bétail produit plus de gaz à effet de serre que toute l'industrie du transport réunie. 1 milliard d'êtres humains meurent de faim tandis que le bétail consomme la moitié des terres cultivées. L'agriculture a déjà détruit 91% de la forêt amazonienne. On pourrait faire de l'élevage d'insectes une nouvelle source de protéines. L'installation en masse de climatisation électrique ne fait qu'accentuer le problème des canicules. Végétaliser les toitures pour un système de refroidissement naturel. La pollution de nos océans par les déchets plastiques continue de... Collecter le plastique en filtrant les mers avec un grand rideau immergé. La surconsommation en eau potable... Un système de douche en boucle fermée qui filtre et réutilise l'eau. Ainsi, le samedi était souvent un jour assez chargé pour Marcel. Non À la déforestation, le trafic humain, la pollution marine, l'élevage intensif, le gaspillage alimentaire, l'énergie nucléaire, le braconnage, la pollution, la fermeture des frontières, la guerre au Yémen, les éléphants philippins en cage. Oui. À cet instant précis, les poumons de Marcel s'étaient emplis d'une valeur de 0,5 litres d'air. Ce volume nécessitait un angle d'ouverture de bouche de 28,3 degrés. Cet angle d'ouverture permit à une petite mouche du nom de Martha de s'introduire dans la trachée de Marcel, risquant de faire basculer leur destin à toutes deux dans la mort par étouffement. C'est donc à cet instant précis que Marcel comprit qu'elle avait eu jusqu'alors la bouche plus grande que les mains et qu'il lui fallait désormais agir, et agir vite. Et c'est en effet en agissant que Marcel réchappa. Cette fois, c'en est trop. Parce qu'elle avait miraculeusement réchappé à ce terrible accident et par respect pour la défunte Martha qui avait dû succomber, Marcel estima qu'il était de son devoir de savoir tirer les leçons de cet épisode douloureux. On peut bien parler tant qu'on veut. Lorsqu'un problème survient, les paroles ne sauvent personne de l'échec. Mais Marcel avait un plan. L'échec nous guette. Quoi qu'on dise, il faut agir. J'ai trouvé le moyen d'anéantir l'échec sur la surface du globe. Et elle se mit au travail sans plus tarder. Elle appela sa copine Sophie, qui appela son ami Raymond, qui déjeuna avec Gisèle, qui connaissait Régis, qui en parla à Bertrand. Tous la rappelèrent pour lui dire combien ils trouvaient l'idée de Marcel excellente. Nous trouvons que ton idée est vraiment excellente. Mais Marcel se sentait seul, très seul. Trop seul. Elle cherchait à s'entourer d'une grande équipe de choc qu'elle appellerait La grande équipe de choc. Elle rappela Bertrand, Régis, Gisèle, Raymond et Sophie, mais les choses ne se passèrent pas exactement comme la première fois. Coucou Marcel, là c'est bien sur mon répondeur, mais
pas japonais. Désolé. Écoute, ça va être compliqué là. J'ai mon hamster coincé dans le grille-pain. On se rappelle la semaine pro. Non, tu sais, Marcel, c'est un très beau projet, mais je suis pas prête à prendre ce risque. Mon papa est mort d'une embolie pulmonaire. Je suis trop fragile en ce moment. T'avais 6 ans. Elle appelle la même Hortense, Chantal, Germain, Francine et Olga. Même combat. Salut, je suis actuellement indisponible en raison de la surconsommation de brocolis entraînant une inflammation du taux de légumes verts à la bourse et affectant directement le sort des paysans guatémaltèques. Je risque d'être assez injoignable dans les prochains jours. Ne laisse pas de message, boîte vocale pleine. Je ne reçois pas les textos non plus. Pas de couverture réseau, c'est bête. Non, ici, j'ai pas encore la boîte aux lettres à mon nom et puis tu sais, les pigeons voyageurs d'un coin, c'est surtaxé. Je te les conseille. Mais j'essaierai de te rappeler. Allez, salut. Et c'est à cet instant précis que Marcel sentit que quelque chose la guettait. Quelque chose de pire que les miettes dans un lit, de bien pire que de pédaler sous la pluie en jean. Quelque chose de funeste, de mauvais augure, un ennemi redoutable et pernicieux qui viendrait désormais hanter ses nuits et surgir à l'improviste dans ses pensées lorsqu'elle ferait la vaisselle. Et alors qu'elle pensait que ça ne pourrait pas être pire, elle réalisa soudain que cette chose, elle l'avait sur le bout de la langue sans pouvoir la nommer. Cette horrible chose, c'était la peur. Ah oui, voilà, c'est ça, la peur. Et si j'étais pas capable de monter ce projet? Et que je trouvais jamais de financement? Et si j'étais la seule à y voir un intérêt et que mon banquier me riait au nez? Je vais peut-être passer 10 ans de ma vie à bosser sur un projet qui pourrait s'écrouler à tout moment. Et si ça finit en dépôt de bilan? Au tribunal de commerce? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et que dirait papa? Et si je trouvais jamais personne pour m'aider? Parce qu'en fait, j'ai pas d'amis, ni de collègues, ni même de cousins. J'ai même pas de hamster. Je suis un monstre, personne ne m'aime. Je suis allergique aux poils de hamster. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que je vais mourir? Mais oui, c'est ça. Je meurs. Je le sens un peu plus à chaque seconde. La vie s'éloigne. Elle me quitte. Je quitte mon corps. Je vais devenir chômeuse. Caissière à McDo? Non, pire. Je vais finir ratée. Ratée, professionnelle, endettée pour 30, 40, 50 ans, j'aurais plus qu'à faire le clown en public dans des conférences pour l'échec. Oh, et même là, je serais encore capable d'échouer. Relax, moustique. T'as le fisc aux fesses? Non. Bon alors, on peut peut-être dormir tranquille maintenant? Ça y est, je suis foutue. Foutu pour foutu, y a pas de quoi se mettre dans cet état alors. Est-ce que je suis morte? Et voilà, elle nous fait une attaque. Alors, je parle avec ma rate ou quelque chose comme ça? Presque, mais j'ai préféré me mettre du côté du cœur. L'air est moins chargé, le reflux gastrique, tout ça, pas trop mon truc. Par contre, j'aime autant que tu te calmes un peu, parce que là, c'est plus une berceuse ton boum boum, c'est de l'électro. Continue comme ça et tu vas nous envoyer au tapis, ma cocotte, toi et moi avec. Allô? Y'a plus personne? Qui êtes-vous? Quelle saute je fais? Pardon, trésor, je me présente, Martha. Je suis la mouche que tu as avalée. Tu me remets? Un peu que je te remette, t'as failli m'étouffer. Wow, minute papillon, j'ai changé ta vie, ok? C'est même pas moi qui l'ai dit. Ouais, bah, c'est pas moi non plus. Et puis, personne t'a invité, hein? Aïe! Surveille ton langage, jeune fille. Ok. Je préfère qu'on en reste là. Alors, si tu voulais bien te diriger vers la sortie. Navré, chérie, j'aimerais bien, mais c'est impossible. Quoi? Moi, j'ai tout essayé avant de me résoudre à mon nouvel habitat naturel. Que veux-tu? J'ai échoué, ça arrive. Même au meilleur d'entre nous. Et même à toi, visiblement. N'importe quoi. Ah ouais, t'es combien dans ton bateau pour le moment? Pas grand monde, hein? Bah, peu importe, je peux très bien y arriver toute seule aussi. J'ai éradiqué l'échec. Alors, j'ai mis au point un système de compensation à l'énergie neurologique J'ai bien compris ton petit projet. Je
Je te suis depuis le tout début, rappelle-toi, même pas besoin d'Instagram. Je suis ta plus grande fan. Mais alors, c'est bien beau d'éradiquer l'échec de la surface du planisphère, bravo. Mais permets-moi quelques suggestions, à commencer par des questions. Qui va faire quoi? Comment? Avec quel argent? Pourquoi? Pour qui? En combien de temps? Quelle est la réponse à ces questions dans ton système de compensation, Einstein? Alors écoute-moi bien. Je te propose un marché. Tu m'héberges, blanchis, nourris, logis, et en échange, tu peux compter sur moi pour faire partie de ta grande équipe de choc. Je te garantis, tu risques pas de le regretter. Alors, on a un deal? Mais tes questions là, c'est quoi? Bac plus 3, commerce et entrepreneuriat. J'étais incollable en marketing. Deal? À partir de ce jour, Marcel avança avec l'aide de Martha. Et toutes deux travaillaient très fort pour que leur grand projet se réalise. Je suis là pour vous parler de la première phase de projet, qui est justement la phase de l'émergence de projet. Alors, avant de commencer, j'ai réfléchi aux 3 manières que j'avais de planter cette présentation. C'est important de réfléchir à l'échec dans ce qu'on fait. Donc, ma première, comme j'ai 10 minutes, ce serait de parler de 8 minutes de moi et de vous présenter pendant 8 minutes qui je suis. Donc on va éliminer Alexis Claes, voilà, vous voyez mon profil sur LinkedIn, on en restera là. Deuxième chose, je veux bien que quelqu'un me dise au bout de 7 minutes qu'il me reste plus que 3 minutes, ou 8 minutes, voilà. Et puis, être bien sûr du sujet. Non mais ça, je blague, je code le sujet. Voilà. Alors, quand même, pour me présenter en 2 mots, j'ai créé Agissez Maintenant, qui est une entreprise qui a vocation à accompagner l'émergence de projets collectifs qui ont du sens pour la société de manière durable. Voilà, c'est des jolis mots, mais en même temps, voilà, qui répondent à un vrai besoin. Je l'ai fait après 20 ans d'accompagnement de projets dans des collectivités locales. Et donc, j'ai voulu vraiment prendre ma liberté, aussi de parole, pour aller sur des projets qui ont du sens. Les questions qui ont été posées dans l'animation m'ont beaucoup plu parce qu'en fait, je travaille essentiellement avec, vous savez que dans le monde des consultants, il y a 10 000 outils, alors chacun crée son outil, voilà, et qu'on vend très cher aux clients, tout ça. Moi, j'en ai qu'un seul, c'est celui de mes 5 ans et demi, qui faisait nourrir mes parents. C'était pourquoi. Voilà. Donc je travaille essentiellement avec cette question, pourquoi. C'est très chiant. Et mes clients me payent pour ça. Alors, je vais vous parler d'un soi-disant échec. Parce qu'effectivement, vous verrez que c'est un soi-disant échec. Je pourrais effectivement parler de cette magnifique phrase qui m'inspire beaucoup de Mandela, que vous connaissez tous, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Je pense que je pourrais m'arrêter de parler après cette phrase. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand en 2000, alors je ne peux pas me tromper de date, en 2015, après 6 ans au Grand Lyon comme chef de projet d'industrie créative, j'ai décidé à 40 ans de dire j'aime bien accompagner les entrepreneurs, mais si j'en donnais un moi-même. Donc là, je me suis posé là, sur une chaise, là, et je me suis dit, bah ouais, mais qu'est-ce que tu viens faire Et là, tout de suite, ça m'est venu, ma passion de jeunesse, les plantes. J'adore les plantes. Et donc, chez moi, il y a des plantes partout, je plante des graines, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un hasard sur le fait qu'on m'ait invité sur la conférence Bien se planter, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil sympathique. Et donc, très rapidement, je dis à un ami, ah bah, j'aimerais créer une boîte ou travailler dans le domaine des plantes. Et là,
En 15 jours, je suis mis en relation avec un cédant, donc quelqu'un qui cherchait à trouver quelqu'un pour reprendre sa boîte. Voilà. Et en gros, je travaille nuit et jour pendant 7 mois, marché super intéressant, secteur hyper rentable, du sens pour moi, apporter du bien-être au travail, du lien avec mon ancien métier, le lien avec les décorateurs, les graphistes, décorer des bureaux avec du sens, hein, tout ça pour moi ça a vachement de sens. Mais il y a un truc qui me rattrape. La peur. Alors j'ai peur de quoi? J'ai commencé par... j'ai peur de la solitude du dirigeant. Moi qui ai travaillé pendant 20 ans dans des structures avec plein de gens comme vous, quoi. J'ai envie de devenir pote avec tout le monde là. Et moi, tout d'un coup, je me retrouve tout seul avec 2 salariés, avec 3 salariés. J'ai peur de cette solitude du dirigeant. Après, j'ai peur d'être une catastrophe en management. Parce que finalement, vécu avec on va dire un passé avec des gens vivant non pas l'autorité mais l'autoritarisme, j'ai peur d'être moi-même un monstre autoritaire. Donc j'ai peur de ça. J'ai peur, j'ai pas un sou, parce que forcément entreprendre, quand on a des sous c'est facile, mais j'ai pas un sou. Donc j'ai peur d'emprunter de l'argent à des gens avec qui je vais devoir rendre de l'argent. Et si je ne leur rends pas l'argent, comme disait notre amie Mathilde dans le sketch, ça va mal se terminer. Et puis, j'ai peur d'échouer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je désosse un par un mes peurs. Je travaille sur mes peurs. J'ai pas un sou, j'ai peur du management, j'ai peur d'être pas ajusté et en problème avec l'autorité. Ok, pas de problème. Je trouve un associé qui lui est à l'aise avec ça, qui est prêt à mettre les sous qu'il faut. Je trouve des gens avec qui je parle de ma peur, je parle de mes peurs. Et les gens me disent, mais Alexis, si on croit en ton projet. Donc si on te plante, si on se plante ensemble. Ok, première peur, on avance. Peur de la solitude du dirigeant. Moi qui travaille que dans des grandes structures. J'en parle à d'autres dirigeants. Et là, je découvre qu'il y a des clubs de dirigeants partout. Alors, il y a le club Golf and Business, Wine and Business, le club... c'est inimaginable, quoi. Voilà. Ok. Et puis, la plus grande peur, c'est la peur de l'échec. La peur de se dire, voilà, et si finalement tout ça, je plante, merde, si je réussis, si je rate tout. Et là, j'ai fait un truc un peu dingue, que j'utilise avec mes clients d'ailleurs, aujourd'hui. Merci. Et j'ai joué aux échecs. J'ai fait échec et maths. J'ai maté mon échec. Donc, j'ai visualisé mon échec. Le dépôt de bilan. Le passage au tribunal. L'huissier récupérant tous les biens que j'avais. Plus un centime. Perte de mon appartement. Mes amis qui ne parlent plus. C'est affreux, hein. Et je me retrouve à la rue. À 7 minutes, merci. C'est gentil. Voilà. Et je visualise. Et finalement, j'ai visualisé sous quel pont de Lyon j'allais vivre. Et le pont, c'est le... Bon, si vous voulez m'y retrouver, hein, non, je ne suis pas encore. C'est le pont de l'université. Voilà. Et là, j'ai imaginé ma vie sous ce pont. Et en fait, j'ai découvert un truc incroyable. C'est que j'ai vu un Alexis souriant, entouré, avec toujours plein de conversations, toujours pas mal d'humour, et que ma vie n'était pas un échec, même si j'avais soi-disant, par rapport à la société, échoué. Finalement, j'ai décidé d'appuyer sur le bouton. On a rassemblé 70 000 €, on a fait travailler 70 personnes.
et avocats, experts comptables qui ont travaillé pour nous gratuitement. Et au moment de la reprise, le cédant n'a pas voulu me vendre la boîte. Voilà. Je m'arrête. Bon, j'arrive à la conclusion. Mais bon, c'était un peu difficile d'avaler la pilule. Figurez-vous que, comme j'ai un peu d'humour et que j'ai fait un pot d'enterrement de mon projet. J'ai invité 70 personnes pour les remercier de m'avoir fait confiance. Parmi ces 70 personnes, il y en a 2 qui sont devenus les premiers clients de ma future boîte Agissez maintenant, qui est une boîte qui s'inspire de la croissance des plantes, comme par hasard. En conclusion, puisque j'avais envie de vous dire, moi j'ai envie, et j'ai beaucoup apprécié la démarche du MOVE de ne pas vouloir faire un énième événement sur l'échec, c'est cool, vous inquiétez pas, j'ai planté 10 boîtes, mais ça va aller. Moi je voulais vous dire de dédramatiser l'échec, de dire qu'en fait, chaque jour, on réussit, et chaque jour, on se relève, comme un enfant. Pour moi, l'exemple, c'est l'enfant. Bon, on fait... je me plante en parlant, je fais une faute d'orthographe. Bon, vous me reprenez, et puis la prochaine fois, je dirai le bon mot. Vous voyez ? Voilà, donc j'ai compris que chaque jour est une bataille pour être humble, à l'écoute, reconnaissant, se relever de ses échecs, sourire, voilà. Et c'est fini, j'ai plus le droit de parler. Ma conclusion personnelle est la suivante, c'est que on m'avait annoncé dans une grande institution lyonnaise que mon projet ne tiendrait pas 3 ans. Je suis toujours là, ma boîte Agissez maintenant existe toujours. Et que dorénavant, j'accepte l'échec. J'accepte l'échec dans ma vie, mais aussi les virements et les cartes bancaires. Merci. Martha et Marcel n'étaient pas nés de la dernière pluie. Elles savaient pertinemment que tout cela ne se ferait pas uniquement en vendant des tartes à la rhubarbe. Il leur fallait trouver la bonne personne. La courageuse Martha encouragea Marcel, qui prit son courage à 2 mains. Ensemble, elles rappelèrent Bertrand. Celui-ci en reparla à Régis, qui connaissait de mieux en mieux Gisèle, qui brunchait désormais avec Raymond, qui s'était malheureusement brouillé avec Sophie, mais en avait profité pour renouer avec son ex-mari, Luc. Or, il se trouvait que dans ce genre de situation, Luc était la bonne personne. Mais encore fallait-il le convaincre. Fi, Sophie, je sèche. Fi, Sophie, je sèche. T'es sûr que ça marche, ce truc? Bon, ok. J'essaie. Alors, je vous explique. Non. Non, monsieur Luc, bonjour, voilà. Non, tout plaisir est pour moi, si, hein, voilà. Permettez-moi de vous présenter. Permettez-moi de vous présenter, hein, mon projet. Mon audacieux projet. Mon audacieux projet. Non. Simple, synthétique, rassurant. Synthétique, rassurant. Ok. Permettez-moi de vous présenter mon projet. Mon projet consiste à réduire, supprimer. Mon projet consiste à supprimer entièrement. Anéantir. Mon projet consiste à anéantir l'échec de la surface du globe. Ça sent trop bien. Comment, me direz-vous? Très bonne question. De manière toute simple. Via la fabrication d'une sonde altière, entrant dans la couche strato-sinusoïdale, hein, en orbite,
et entrant en altercation avec les éléments spectraux réceptionnés dans les canaux de signalisation, eux-mêmes compris dans les branchements hormonaux de tous les organismes vivants, blé, orge, bétail, pâquerettes, et j'en passe. C'est pas clair. Ok, attends. Plus simple. Mon projet pour la France. Mon projet pour le monde. Non, mon projet pour ce monde. C'est bon ça. Attends. Ambitieux, sans être prétentieux. Alors, mon projet pour la France et dans un second temps pour le monde. Dans une vision à moyen long terme, plutôt long terme. Mon projet donc pour la France et dans un second temps pour le monde, dans une visée partenariale, si vous décidez de... Non, surtout pas. Si vous acceptez de nous soutenir, ce que j'espère, sans vouloir vous forcer la main, apportez votre argent, vous l'avez gagné, vous l'avez sans doute mérité, et encore que... Si, vous l'avez mérité. Ah, j'y arriverai jamais. Pourtant, un beau jour, les heures de travail acharné finirent par payer. Mon Dieu, l'appel. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Je mets la quand il faut. Ok, tout va bien. Allô? Oui, Marcel, c'est fantastique, tu m'as convaincu. Appelle-moi Luc, je t'en prie. Tellement pertinent, tout y est, un projet qui a de l'ambition, une proposition de valeur exceptionnelle, un modèle financier fiable, crédible, avec en bonus une économie circulaire et la défense de valeurs plus humaines. Ça, c'est tout bénéf, c'est très bon pour l'image, ça. Je te soutiens à 200%, mon lapin. Faudra qu'on discute des détails, Et attention, je mets pas un centime dans la main d'homme. J'investis là où il y a retour, c'est d'accord? Mais t'en fais pas, 50-50, ça t'irait? Oui, bien sûr, ça m'irait. Oui, parfait, merci monsieur Luc, merci d'avoir appelé, c'est gentil à vous. Voilà, c'est ça, à la prochaine alors. Au revoir. Cette fois, ça y était. Marcel jouait désormais dans la cour des grands. Plus rien ne pourrait les arrêter. Si bien que quelque temps plus tard... Chantal! Oui, Chantal, le dossier mécénat, ça avance? Luc n'est pas irremplaçable, il y a des investisseurs partout. Chantal, on dit non à l'échec. Future without failure, Chantal. J'adore ce truc. Future without failure. J'adore ce truc. J'arrive. Allô? Oui, non, tu encaisses bien l'échec avant demain par contre, tu oublies pas. Non, là je peux pas, là j'ai rendez-vous avec le capitaine des Bleus. Oui, ils se sont montrés intéressés, écoute, non, j'ai 25 minutes avec lui, après je file à un colloque là, on me veut pour une success story. Ouais. Non, par contre, Martha s'occupe de la DPAE, mais c'est avant 3 jours, Ah non, tu sais, c'est important la com, Fernand, c'est très important la com. Allez, voilà, je te laisse, j'ai pas le temps. Ciao. Ok, Salut Marcel, c'est maman. Dis, je me demandais, c'est pas un peu risqué tout ça? Et si ça ne marchait pas? Allez, je t'embrasse, poussin. Message supprimé. Raymond, t'as checké les manifs du Free Fail? Oui, il nous colle un procès apparemment. De droit à l'erreur, non mais je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? N'importe quoi. Ah! Oui, j'arrive. Allô? Marcel, on n'arrive pas à suivre la cadence, là. Time to market 0, là. Nada, nul, il n'y a pas assez d'équipes sur le terrain, on voit pas assez de monde. Oui, ok, pas le temps. Ah! Allô? Oui! Marcel, et si ça ne marchait pas? Future without failure, j'ai dit. Future without failure. Pas compliqué. Ok, tout va bien. Quoi encore? Hello, Fantastic Building Company. Can I speak to Marcel? Yes, of course. Marcel herself. What can I do for you? Marcel,
We love your work, it's unbelievable. We would like to grow together and to have some fun days, and you need to send one of your teams here in Bankistown. Yeah! Is it okay for you? Yeah, of course, Bankistown, c'est quel bled ça. Yeah, pleasure. Perfect. Voilà. See you tomorrow. Yeah, non, attends, tomorrow, non. Et banco! C'est qui ramène les contrats? C'est Bibi. Chantal, tu m'envoies une équipe à Bankistown. J'ai décroché un copain. Voilà. Ah bah voilà. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Je vous le demande. Quoi encore? Martha, qu'est-ce qu'on fait si ça merde? Future without fucking failure! Bonjour, je ne sais pas si c'était censé me présenter, mais c'est pas exactement comme ça. Donc, bonjour, je suis Renaud, je suis un des cofondateurs de Adbike. Donc, je vais présenter rapidement qui je suis et qui est Adbike. Donc, Adbike, c'est une solution qui permet de transformer un vélo normal en triporteur. L'idée initiale, en fait, c'est un châssis avec deux roues qui vient se mettre à la place de la roue avant de votre vélo. On ne vend pas de vélo. Et sur le châssis avec deux roues, on vient y ajouter des modules en fonction de ce qu'on veut transporter. Des enfants, des objets, des courses. Donc ça, c'est l'idée initiale. Et maintenant, on a un peu avancé. Donc on travaille avec des fabricants de vélos, on développe un peu la gamme des vélos cargo qui se développe déjà beaucoup dans le monde et on est acteur dans le vélo cargo. Et moi, j'ai un parcours où j'ai toujours travaillé dans l'environnement, j'étais chef de projet R&D avant, et je me suis lancé il y a 4 ans. Et donc c'est l'histoire que je vais vous raconter, le lancement d'Adbike. J'étais pas entrepreneur avant, j'étais salarié, j'ai toujours su que j'allais entreprendre un jour. Et il y a 4 ans, je me suis lancé et j'étais très très agréablement surpris de l'écosystème pour lancer une boîte en France, particulièrement à Lyon. J'étais très très vite entouré. J'étais encore salarié, j'ai participé au programme Lyon Startup, qui permet d'avoir les premières étapes et en tout cas de vous aider à structurer au début. Créer sa boîte, il y a plein de choses à faire, on ne sait pas par quel bout de prendre, et là, on se fait accompagner, on vous donne les premiers tips pour pouvoir présenter sa boîte, vers quoi il faut aller au début. Et grâce à ça, ça m'a permis d'avoir 2 incubateurs pour m'accompagner au début. Donc il y avait Renapia qui était dans ces locaux-là, et Pulsalis. Donc ce qui fait que quand j'ai quitté mon travail, j'avais déjà gagné une partie d'un concours, j'avais un peu d'argent, j'avais trouvé 2 incubateurs, dont un des 2 qui était prêt à mettre de l'argent pour développer l'innovation. Et voilà, donc le début, super, je continue comme ça. Donc au moment où il faut créer la société, je trouve un financement lyonnais sur le développement d'un produit innovant qui pourrait tout à fait correspondre au nôtre. Et en 3 semaines, avec mon associé, ma femme, on rédige le dossier et on le dépose 2 jours après avoir créé l'entreprise, avoir créé l'entreprise. Et quelques mois après, on l'obtient. Donc c'est c'était 150 000 €, donc c'était des grosses sommes. J'avais même pas commencé mon entreprise, j'avais déjà réussi à trouver une aide de 150 000 € pour monter ma structure. J'avais 2 incubateurs, j'avais l'INSA qui travaillait pour moi, payé par un des incubateurs pour développer l'innovation, et j'avais fait d'autres dossiers de subvention qui me permettaient encore d'avoir de l'argent pour faire toute cette partie innovation. Donc cette première année se passe bien. Au milieu de l'année, je fais une campagne de crowdfunding qui se passe aussi très bien, qui montre qu'il y a un marché sur le produit. On fait 37 000 € sur Kickstarter, qui est pour un produit qui était vendu entre 500 et 700 €, qui est très très bien. C'est une belle réussite. Et donc ça, on nous le dit aussi, c'est une super première année, ça marche vraiment bien. Et puis on est dans le feu de l'action, tout marche bien. On avait développé le produit avec l'INSA. Et ensuite, on a industrialisé avec Imeca, une filiale de Michelin. Donc on a donné les clés du produit à l'INSA, et puis après à Imeca qui a industrialisé. Ce qui fait qu'un an après la création de la société, j'avais 50 de mes premiers produits, qui avaient été financés en partie par la première subvention que j'avais, et qui a été industrialisée par Michelin, une filiale de Michelin qui est située juste à côté de Lyon. Super, facile. Au bout d'un an, j'ai 50 prototypes, ça marche vraiment bien. Je le fais tester. Et en parallèle, on commence à internaliser des compétences. Donc, qui dit internaliser des compétences, on va avoir un petit bureau d'études, donc on a peu de moyens quand même, on travaille avec des stagiaires,
On arrive à embaucher un stagiaire, donc on est une petite équipe, et on développe les améliorations sur le produit tout doucement. Ce qui fait qu'on arrive, donc là on est en 2017, et on voit qu'on a encore besoin d'avoir un petit peu d'argent, donc on va rentrer, et on aime bien se faire accompagner, donc on rentre dans le réseau Entreprendre. Donc c'est un super réseau dans lequel je continue à être, et pour rentrer, il y a tout un parcours de validation. Le parcours de validation, c'est un vrai parcours, c'est-à-dire que déjà il faut qu'ils acceptent qu'on passe le parcours de validation. Après, on rencontre 10 entrepreneurs à qui on présente le projet pendant une petite heure et qui doivent dire oui ou non. S'il y en a un qui dit non, c'est qu'on ne rentre pas. Et puis après, on représente le projet devant une dizaine d'entrepreneurs en comité. Et encore une fois, il doit y avoir l'unanimité. Pour rentrer, on commence à rencontrer quelques difficultés en disant mais vous êtes sûr, sur la partie économique, c'est possible, l'industrialisation, machin. Et on retravaille le dossier, on retravaille. Si finalement on passe, on nous autorise à passer la période de validation, et on passe devant les 10 entrepreneurs, le comité, les 10 entrepreneurs, 100% de réussite, tout le monde est très content, tout le monde trouve que le produit est très bien, mais on commence à ressentir ces premières difficultés qui n'étaient pas pareilles la première année. La première année, tout cool, tout est facile. Là, les difficultés commencent à se faire ressentir. Donc là, on est en 2017. En 2017, et donc là, on reconçoit le produit avec l'objectif de lancer sur le marché en fin 2017, en mi-2017, on lance le produit. Cette fois-ci, c'est le vrai produit qui a été reconçu après celui d'Imeca, qui a été reconçu pour qu'il coûte moins cher, pour qu'il corresponde mieux aux attentes du public. Et donc, on arrive en mi-2017 sur le marché pour commercialiser le produit. Les premiers mois, on n'arrive pas à l'industrialiser correctement en France. Il coûte trop cher. La partie textile, il n'y a aucun fabricant textile qui arrive à faire ce qu'on leur demande en France. Et donc là, ça commence à être vraiment dur. Comment est-ce qu'on va faire pour arriver à industrialiser notre produit? Le prix est trop élevé si on industrialise comme ça. Donc on cherche une solution. Au bout d'un moment, on arrive à trouver des solutions pour industrialiser notre produit. Et on se dit, il nous manque encore d'argent. L'argent, c'est vraiment le fil conducteur de notre société. Pour les ordres de grandeur, on a réussi à trouver 1,2 million depuis le début, que ce soit sous forme de subventions, de dettes ou de levée de fonds. Et c'est justement la levée de fonds qu'on commence à faire qui traîne aussi beaucoup. Les investisseurs sont de plus en plus difficilement, sont compliqués à convaincre, et ils posent beaucoup de questions, et au bout d'un moment, on arrive à les convaincre. On fait cette levée de fonds. Je reviens quand on est quand même mi-2017, donc on arrive à un moment où on a réussi à retravailler l'industrialisation du produit, mais il n'est pas encore sur le marché. On a réussi à trouver de l'argent entre la levée de fonds et puis les prêts qu'on a fait derrière, on était à 500 000 €. Et on commence à mettre le produit sur le marché. Les premiers mois, le moment où on le met sur le marché, c'est juste après la saison du vélo. La saison, donc on le met en septembre, alors qu'il faut être sur le marché au mois d'avril. Et par contre, on est très content parce que tous les magasins, ils veulent notre produit. On fait le tour de France, on présente notre produit au magasin, et tous les magasins disent « Ouais, c'est super votre produit, moi je l'achète ». Et ils achètent le produit et le mettent en magasin. En quelques mois, on a une centaine de magasins qui commercialisent notre produit. Donc on est convaincu qu'il y a quelque chose. Mis à part les difficultés qu'on a sur le financement, les difficultés qu'on peut rencontrer sur l'industrialisation, qui sont des difficultés qu'au final on arrive à gérer, on dit c'est bon, il y a le marché et ça va partir. 100 revendeurs en quelques mois qui ont signé pour avoir le produit. Donc le produit, ils ne l'ont pas encore reçu parce qu'on tarde à industrialiser, et ils le reçoivent progressivement entre le mois de septembre et le mois de janvier, donc janvier 2019. Et donc les produits arrivent en magasin et on s'apprête à vivre la saison du vélo de 2018, donc la saison du vélo l'année dernière, sachant que celle de 2017 était extraordinaire, il y a eu des chiffres incroyables. On commence donc au mois de janvier la saison du vélo, et il fait pas beau, il fait vraiment pas beau, et je ne sais pas si vous vous rappelez de 2018, il a fait moche jusqu'au mois de juin. Et donc en fait on commercialise notre produit sur cette saison-là. En plus il y avait tout un tas de choses au niveau subvention qui avaient été arrêtées, et donc c'est une très mauvaise année du vélo en France, et nous on arrive sur le marché à ce moment-là. Donc notre produit ne vend pas. Les magasins ils sont convaincus, les magasins disent ok on aime votre produit, mais le produit ne se vend pas. Et donc là on arrive au mois de juin, on sait qu'on peut tenir
que jusqu'à la fin de l'année avec du financement. Et si on n'a pas des financeurs qui nous remettent au pot, et ben, c'est fini. Et donc là, on est au mois de juin, avec des financeurs en plus qui commencent à dire « Mais attendez, par rapport à ce que vous nous avez promis comme vente, ça ne correspond pas du tout, là, vous nous avez floué, est-ce que vous avez menti, qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne croit plus en votre produit, il ne va jamais se vendre, il faut arrêter, machin. » Donc là, c'était l'année dernière. Donc là, grosse remise en question. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir ma femme qui, en parallèle, faisait une étude sur les risques psychosociaux chez l'entrepreneur social. Alors, c'était pas tourné sur moi, mais c'est plutôt bien tombé. Et j'ai pu voir un peu quelles étaient les manières de se protéger et les manières de tomber ou de se protéger. Et donc, c'est ma femme qui me dit, à ce moment-là, tu as commencé à te protéger, tu as commencé à t'occuper plus de ta famille, donc c'est plutôt bien pour ma famille, et à rééquilibrer un petit peu mieux pour justement pas tomber de trop haut, pas tomber de trop haut. En fait, en juin 2018, c'est le moment où je me suis aperçu que ma boîte, elle pouvait planter. Alors que depuis le début, eh ben, tout allait bien. Même si j'ai eu des difficultés, même si on a eu des difficultés, on avait tout à gérer, mais là, on commençait vraiment à sentir les trucs. Et sentir aussi vis-à-vis du regard des autres. Avant, on était génial, après, on était un peu moins génial quand on était dans un moment de difficulté. Et là, on est toujours dans un moment un peu compliqué, et on le ressent. On ressent ce côté-là où, ah mais oui, je te l'avais dit, je savais bien qu'il ne fallait pas faire ça, mais pourquoi tu ne m'as pas écouté? Donc bref, on a eu tous ces trucs-là, et donc depuis cette période-là, on essaye de naviguer en eau trouble. C'est vraiment tenir la barre en eau trouble. On arrive à convaincre nos investisseurs, finalement, historiques, à remettre de l'argent. Ils arrivent à reprendre confiance en nous après quelques mois. On arrive à trouver des nouveaux marchés, et des nouveaux marchés avec des fabricants de vélos. Donc on fait un tout petit pivot par rapport à ce qu'on savait faire, parce qu'il y a un vrai savoir-faire à l'intérieur d'entreprise, sur le développement de produits, sur l'industrialisation et sur la connaissance du marché du vélo cargo. Et aujourd'hui, on est en période de levée de fonds actuellement, jusqu'à la semaine prochaine. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une entreprise pleine d'avenir, et la levée de fonds s'arrête la semaine prochaine. On est sur un site financement, et on charge 200 000 €. Donc il y a 100 000 € qui ont été mis par nos investisseurs historiques qui ont repris confiance en nous, et une levée de fonds actuelle où on est bientôt à 200 000 € et on aimerait bien atteindre les 260 000 € pour pouvoir attaquer la suite. Et la suite, justement, ça commence. C'est bien parce que c'est en plein dans le sujet. Puisque maintenant, on attaque le futur. On a réussi à se repositionner. Aujourd'hui, on attaque le marché allemand. Et on commence aussi à avoir des chiffres sur les marchés sur lesquels on est. Le marché du vélo cargo en France, c'est 3000 vélos cargo vendus tous les ans. Le marché allemand, il est 13 fois supérieur. Le marché suisse, il représente la moitié de la France en termes de taille, et qui augmente de 4 fois tous les ans. Donc on n'est pas sur le bon marché en France. On a commencé à commercialiser notre produit sur un marché qui est tout petit, qui est très très petit. Et là, on commence juste à avoir les premiers indicateurs du marché allemand. On a une trentaine de magasins en Allemagne. On a eu une trentaine de magasins en Allemagne en quelques mois, et on est déjà dans un cycle de recommande, là où en France, il a fallu plusieurs mois pour être dans un cycle de recommande auprès des magasins. Donc là aujourd'hui, ce que je raconte en gros, c'est qu'il y a eu le début qui était un peu magique, très facile. Au fur et à mesure, ça s'est complexifié. Après, il y a eu le moment très dur où le lancement commercial, il s'est complètement planté. Bon, notre lancement commercial de 2018 s'est complètement planté. Et depuis, on essaye de tenir la barre pour réussir à tenir. Réussir à poursuivre, et là normalement on devrait y arriver. En tout cas, la levée de fonds fait qu'on va pouvoir gagner plusieurs mois, et après ces plusieurs mois gagnés, reprouver qu'on est bien sur un marché existant. Et voilà. Donc voilà, c'était. Où en étions-nous? Ah oui, Marcel. Marcel Future with Marcel éprouvait quelques difficultés à gérer son temps de travail. N'importe quoi. Il est 2h34, Marcel, du matin. Tu dors pas, toi? Ah si, j'y étais, et toi aussi, et c'était bien, avant que tu ne te réveilles en beuglant notre slogan dans mes oreilles. Pourquoi tu n'irais pas dormir, Marcel? Je réponds juste à mes mails. À 2h34 du matin. Ouais, mais c'est l'Australie, là. Ils sont toujours en décalage. L'autre jour, ils ont fait une remarque là-dessus. Du coup, maintenant, je me mets une petite alarme.
Et mes mails arrivent timés avec la réu matinale australienne. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Ah oui, bien sûr, la réu matinale australienne, suis-je bête? Salut Poussin, c'est maman. Message supprimé. Nouveau message. Salut Poussin, c'est encore moi. Je sais que tu supprimes toujours le premier message, tu sais, je te connais par cœur. Message supprimé. Salut Poussin, c'est maman. Elle écrit les textos maintenant. Joyeux anniversaire chaton. Dommage que tu n'aies pas été là dimanche. La fête était très réussie. Merde, c'est vrai. Oh non. Tonton avait fait ton gâteau préféré, on t'envoie une part en chronopost. LOL. Essaie d'écrire la date du prochain réveillon rapidement à ton agenda. Ce serait pouce en l'air qu'on arrive à passer la Noël ensemble cette année. Pouce en l'air. Ça faisait longtemps, tiens. Marcel, Ah oui, pardon, qu'est-ce qu'on disait déjà? tu voudrais pas prendre des vacances? Je fais les choses par conviction, par passion. Voilà, quand on aime, on compte pas. Que veux-tu C'est comme ça me porte. C'est mon moteur, moi. C'est comme ça. Il y a des gens, un salaire, des congés 2 fois l'an et l'abonnement Netflix et basta, roule ma poule, ils sont contents. Et bah pas moi. Voilà. Combien de temps qu'on t'a pas vu faire une tarte, Marcel? Non. La dernière remonte à 2 ans et a fini carbonisée. Oui, oublié, entre le bilan comptable et le déménagement des locaux, je m'en souviens très bien, on a failli cramer. Exactement. C'est pas pour moi, tout ça. Alors, balade à vélo sur le lac, barbecue et baignade. Tente ta chance, il y aura Michel, c'est l'occasion. Cœur. Ouais. Essaye de te reposer, Marcel. Bonne nuit. On se reposera quand on sera mort, Martha. L'échec court toujours. Mais oui! L'échec court toujours et le monde a toujours besoin de moi. Alors, gros dossier pour lundi. Amusez-vous bien. Et c'est à cet instant précis, alors qu'elle s'apprêtait à appuyer sur la petite touche envoi de son téléphone, que Marcel, sagittaire et célibataire de 34 ans, dont le taux de caféine dans l'organisme dépassait régulièrement les 400 mg conseillés, sentit que quelque chose n'allait pas. J'ai la sensation que quelque chose ne va pas. Marcel connaissait bien cette sensation désormais. Elle fit comme le jour où elle eut peur que Luc les lâche 3 jours avant qu'il les lâche, comme la nuit où elle rêvait de sabotage alors même que Brigitte sabotait, comme le jour où elle craignait que quelqu'un se blesse la veille de l'accident de Tony. Elle prit un somnifère et retourna se coucher sans même sentir les miettes dans les draps de son lit. Mais cette nuit-là, café et somnifères ne firent pas bon ménage. Et le cœur de Marcel s'emballa si fort durant la nuit que Martha périt sous les coups de sa pulsation. Du coup, moi j'ai démarré Fable pour répondre à un problème que j'avais identifié dans un secteur que je connais bien, qui est l'hôtellerie-restauration et le tourisme en général. C'est un secteur qui a un gros impact environnemental et social, et j'avais envie en fait d'y apporter une solution, et c'est pour ça qu'en fin 2015, j'ai un peu sauté dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Et avant Fable, j'ai eu le temps de me planter une fois, avec donc, la création d'une entreprise. Une des raisons principales de la création de Fable, c'était une mésentente avec mes associés. Et la fin de cette première expérience entrepreneuriale m'a permis de mettre en avant un trait de caractère que je pense qu'on a tous, mais que je n'avais pas forcément utilisé dans mes précédentes expériences professionnelles, c'est l'instinct. Donc, j'ai appris en fait à connaître un peu plus mes capacités physiques et mentales suite à cette première expérience, et surtout
à m'écouter un peu plus sur l'entourage, mon entourage et les projets, et savoir en fait quelles étaient leurs limites et mes limites avec eux en fait. Donc forte de ce premier constat et forte de cet enseignement, j'ai rencontré 2 nouveaux associés et on s'est lancé dans l'aventure Fable en début 2018 avec la volonté de racheter un fonds de commerce sur la presqu'île lyonnaise et de le transformer en hôtel éco-responsable avec des engagements assez forts sur tout ce qui est zéro déchet, zéro perturbateur endocrinien et ancrage local. Donc c'est un projet qui a demandé un budget assez conséquent de 1,6 million précisément et une levée de fonds qu'on a quasiment réussi au final avec une grosse partie grâce à notre entourage. Donc ça c'est un point qui a été absolument génial dans cette aventure entrepreneuriale, c'est vraiment le soutien qu'on a eu et l'engouement que le projet a suscité auprès des investisseurs, mais aussi finalement de futurs consommateurs parce qu'on voyait qu'on répondait vraiment à un besoin de voyageurs et que finalement le tourisme durable c'est un peu un sujet d'actualité. Finalement, on arrive à la fin de l'année 2018, la signature finale du rachat de l'hôtel approche et c'est là que ça a commencé un peu à tiquer, que j'ai commencé à me poser plus de questions que d'habitude, avec notamment le fait que j'étais très fatiguée, mais vraiment très fatiguée, avec quasiment un peu ce que Marcel présentait, impossible de dormir, je me réveille tout le temps la nuit pour me poser plein de questions qui n'ont pas forcément de sens et j'envisage toujours le pire. Et aussi un autre point, les difficultés financières de l'entreprise qu'on souhaitait reprendre qui sont confirmées par un audit. Donc en fait on sentait que ça allait être compliqué et une entreprise extérieure nous a confirmé que ça allait être très compliqué. Qu'en gros on était un peu en train d'être pris pour des jambons par le propriétaire actuel qui nous avait caché pas mal de choses sur des contrats, des prêts bancaires souscrits alors qu'on n'était pas au courant. Donc que des choses on allait récupérer beaucoup de casseroles avant même de démarrer. Du coup, là, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un point, parce qu'il y a ce côté très personnel de capacité mentale qui m'empêche en fait de vraiment prendre du recul sur ce deuxième point qui est, il faut prendre une décision très factuelle, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Et j'ai identifié un problème principal qui m'a pas mal embêté, que ce soit pour mon premier projet ou le second projet, c'est le fait que finalement je passais ma vie à parler de Fable et que j'étais définie entièrement par Fable, que en gros je n'étais qu'une entrepreneur sociale, enfin j'avais l'impression en fait de n'être qu'une entrepreneur sociale, jamais juste une amie avec des hobbies, des passions, des activités externes, puisque de toute façon je n'en avais plus, parce que je n'avais plus le temps de le faire. Et mon entourage ne me posait que des questions sur Fable et moi je ne parlais que de Fable. Donc je me suis un peu forcée au début à ne jamais poser la question en soirée qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour éviter qu'on me la pose en fait. Donc au début c'était vraiment, je me forçais à le faire, parce que je me suis dit il y a plein d'autres questions à poser. Si je ne m'intéresse pas à la vie professionnelle des gens, puisque finalement elle n'est pas que définie par sa vie professionnelle, peut-être qu'on ne me posera pas de questions sur Fable, et donc je vais pouvoir penser à autre chose et je vais pouvoir peut-être raconter autre chose qui me définit. Donc ça c'est le côté instinct très personnel. Et puis le deuxième point sur le côté très factuel, je me suis dit en fait je sentais dans mes tripes en fait que c'était une connerie d'aller plus loin dans cette vente. Mais ma tête, en fait, reprenait un peu le dessus de façon très régulière sur le fait que c'était mon deuxième projet. Ça faisait déjà 4 ans que je m'étais engagée dans l'entrepreneuriat, que j'étais suivie par un maximum de gens et que je ne pouvais pas me permettre d'abandonner une nouvelle fois. Même s'il n'y avait pas eu d'argent tellement investi, enfin, le 1,6 million, on n'a pas investi, je vous rassure. Voilà, que j'avais vraiment l'impression que j'allais décevoir les gens, que finalement ces 4 ans ça n'avait servi à rien.
Voilà, donc ma tête me travaillait comme ça, et puis mes tripes, au fond de moi, je savais en fait que ce rachat d'hôtel, c'était pas la bonne solution, qu'on avait la vision qui était bonne, mais que la façon d'opérer, donc le comment faire, n'était pas la bonne marche à suivre. Donc finalement, on a beaucoup discuté avec mes associés, je suis pas mal partie en rando pour prendre l'air, faire des grandes pauses, et en fait, on a décidé de se retirer de la vente. Donc fin décembre dernier, et de prendre chacun des vacances de notre côté pour mieux se retrouver en février et décider de la suite de l'aventure Fable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue mais donc d'une manière différente, sachant qu'on a quand même finalement perdu quelques plumes dans l'histoire, on avait quelques factures à régler, ou est-ce qu'on met Fable entre parenthèses un instant, on travaille de notre côté sur d'autres projets, et on se retrouve après. Et finalement, c'est la deuxième solution qu'on a optée, pour laquelle on a opté. Ce qui est une solution qui me plaît tout à fait, puisque je suis contente de m'être écoutée, enfin, d'avoir en fait compris que j'avais un problème, entre guillemets, avec ce temps plus que H24 sur ce projet qui... Enfin, j'étais prête à tout sacrifier pour que Fable réussisse, donc c'était pas sain. Et que finalement, d'un point de vue factuel, c'était peut-être pas le meilleur projet à mettre en place, ça répondait peut-être pas forcément le mieux aux besoins qu'on avait identifiés, de voyager plus durablement. Voilà. Marcel ne se remit jamais vraiment de la perte de Martha. Elle travailla plus dur encore chaque jour. Allô? Salut Marcel. Salut. Écoute, le prends pas personnel, mais après ce qui s'est passé, il y a une baisse de confiance. Les derniers résultats sont en chute libre. Quoi? Mais... C'est devenu trop risqué, je me retire du jeu. Rien à voir avec vous, je suis sûr que tu sauras trouver des fonds ailleurs. Bah voyons. Ok. Oh! Allô? Allô, agent URSAF, on détecte un retard dans les dernières cotisations. Pourrais-je parler à Marcel, s'il vous plaît? Elle n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Allô? Marcel, il y a Didier Deschamps qui est furax sur BFM. Les Bleus ont perdu, nos équipes ont saboté le projet, ils disent qu'on a perdu de vue le sens de ce qu'on fait, les valeurs de l'entreprise. Attends, ok, je te rappelle. Ah! Allô? Poussin, c'était le spectacle de théâtre de ta nièce hier. Ok, pas le moment. Ça. C'est pas le moment. Quoi encore? Your future is in your failure. Your future is in... Allô? Marcel, nos équipes se mettent en grève. Tout le monde réclame un syndic. Quoi? Oui! Marcel, c'est Bernard. L'emprunt a été refusé, Marcel. Ils exigent d'abord un remboursement de dette à hauteur de 40%. Mais comment? Ils veulent qu'on rembourse l'argent qu'on doit si on n'a pas d'argent à investir pour le produire, cet argent-là! Quoi encore? Salut Marcel, c'est Michel. Je voulais pas t'annoncer ça par téléphone. C'est compliqué de te parler en ce moment. Non, non. Je suis parti, Marcel. En fait, il y a déjà 4 jours que j'ai quitté l'appart. Comme j'ai pas de nouvelles de toi, je t'appelle au moins pour que tu n'oublies pas de t'occuper de croquettes. Belle vie à toi. Ok Chantal, on lâche rien. On lâche pas, hein. Allez, on dit non à l'échec, Chantal. Future without failure. Ok. Allô? Your future is in Ouais. your failure. Your future is in your failure. Your future is in your failure.
Le cas de Marcel n'est pas un cas isolé, vous l'aurez compris, car c'est à cet instant précis qu'elle décida de tout abandonner. Mais non, mais n'importe quoi! Quoi, n'importe quoi? Si, c'est ça qu'on s'était dit, on va pas y passer le réveillon non plus. Moi, abandonner? Jamais, ok? On a peut-être perdu la bataille, mais pas la guerre! Hein, l'échec est partout. Il est là, il m'appelle. On a partout besoin de moi! Marcel, c'est fichu là. Plus personne n'y croit, regarde. Ils sont tous déprimés. T'as des dettes, des employés grévistes et le fisc aux fesses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais... C'est le moment d'arrêter les frais là, non? Je fais quoi moi maintenant? Je suis qui? Je deviens quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Bah, je sais pas. Là, dans le script, c'est écrit que tu te craques une allumette. Commence par là, on verra bien. Et ce jour-là, Marcel comprit qu'elle était entrée dans un mécanisme de défense qui consistait à refuser de regarder la réalité en face. Ça porte un nom, ça. C'est quoi déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. On appelait ça le déni. Ah voilà. Elle accepta donc cet échec et les choses n'allèrent pas forcément mieux. Mais ça lui permettait au moins de toucher le fond, ce qui était déjà plus palpable que la chute libre. Je suis pas là! Salut Marcel, c'est Sophie. Salut Sophie. Je voulais voir comment tu allais et te proposer qu'on sorte un peu toutes les deux, un de ces quatre. Poussin, c'est maman. Tu peux pas rester comme ça sans rien faire. Tu sais, il n'y a pas de honte, c'est pas la fin du monde cette liquidation, il n'y a pas mort d'homme. J'avais dit, moi, que c'était risqué. Depuis le début, je l'avais dit. Allez, hein, rappelle-moi, chaton. Salut Marcel, c'est Raymond. J'ai entendu parler d'une super asso là qui aide les entrepreneurs en liquidation, c'est du coaching et tout. Régis m'a dit que c'était vachement bien et voilà, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Liquidation. Liquidité. Liquéfier. Liquider. J'ai pas de liquide. Désolée, j'ai pas de liquide. Ces mots tournaient en boucle dans la tête de Marcel qui ne cessait de se dire: je suis une flaque. Une flaque en liquidité. Bonjour à tous, donc moi je suis Thibaut Bullier, j'ai 35 ans, 2 enfants, et je suis le délégué régional, donc salarié de l'association 60 000 rebonds. Donc, c'est moi le non-entrepreneur cité par Pauline, même si je suis un peu entrepreneur de ma vie quand même. Donc 60 000 rebonds, c'est quoi? C'est une association qui aide et qui accompagne les entrepreneurs post-liquidation. Donc une fois que l'entreprise n'existe plus. Après, c'est pas cité dans le script, mais il faut savoir qu'il y a plein d'organismes qui aident avant la liquidation, et notamment le tribunal de commerce. J'en parle parce que c'est pas vraiment connu, mais le tribunal de commerce, effectivement, est celui qui liquide les sociétés. Mais avant tout, c'est des chefs d'entreprise bénévoles qui aident quand l'entreprise est en difficulté. Et souvent les entrepreneurs vont trop tard au tribunal. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de prononcer la liquidation. Mais si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, il ne faut surtout pas hésiter à y aller bien en amont parce qu'ils ont plein de possibilités d'aide. Donc, pour revenir à 60 000 rebonds, donc 60 000 rebonds, c'est une association qui aide et qui accompagne les entrepreneurs dans leur reconstruction personnelle et professionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les aider à faire le deuil, à accepter ce qui s'est passé, à redéfinir leurs expertises et leurs talents,
vers un rebond quel qu'il soit, que ce soit salariat ou entrepreneuriat. Donc on est vraiment sur cette thématique de la reconstruction. Il y a plein d'organismes qui aident à la construction, c'est-à-dire à la création d'entreprises, ça a été cité, il y a plein d'organismes qui sont présents. Au retour à l'emploi, il y en a plein aussi, des associations, l'APEC, l'emploi, il y a plein de choses qui existent, l'accompagnement, ça se structure beaucoup. Mais sur la reconstruction, il n'y avait pas grand-chose. Et donc c'est une association qui a été créée en 2012, donc c'est pas si loin que ça, par un chef d'entreprise qui s'appelait Philippe Rambaud, qui était passé par là, et qui s'est rendu compte à cette occasion qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait pour aider ces entrepreneurs qui vivent pourtant quelque chose de très traumatisant, très douloureux. Hein, on parle au tribunal du syndrome des 3D, dépôt de bilan, divorce, dépression. C'est généralement le cas. Nous, on a été un peu plus loin, on a été créatifs, on en a fait 7. Mais le premier, c'est ce dont a été assez bien posé sur la table, c'est la notion de déni, qui entraîne le reste, qui fait que par ce déni, je vais me voiler la face et je vais m'engouffrer là où je ne devrais pas être et me mettre en porte-à-faux personnel sur tous les autres sujets. Qui fait que je vais mentir à mon environnement personnel, à mon environnement professionnel, me couper de certains liens, et qui fait que le jour où la sentence tombe, et donc dans 85% des cas, le tribunal n'a pas d'autre choix, parce que souvent dans 85% des cas, les entrepreneurs vont trop tard au tribunal. Et donc dans la journée, potentiellement, eh bien, c'est l'effet domino, avec le dépôt de bilan, avec eh bien, cette dimension d'aide personnelle qui se met en place, de dépression, d'échéance personnelle, professionnelle, la dimension de divorce, potentiellement de déménagement, hein, on peut se retrouver effectivement sous un pont, pour certains. Et puis on n'envisage pas le scénario le pire, mais il y a quand même la notion de décès, ce qui est quand même 1% de suicide. Hein, il faut savoir qu'il y a quand même, il y a 1%. Donc voilà, ça c'est le tableau un peu noir. Hein. Et donc nous, on intervient. Donc c'est une structure qui existe et qui permet à ces entrepreneurs qui en ressentent le besoin et qui toquent à la porte, eh bien d'être accompagnés justement dans le rebond. Donc le rebond à plusieurs niveaux. Donc la dimension de reconstruction personnelle et la reconstruction professionnelle. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, suite à un processus d'engagement qui valide bien qu'on ait bien le bon réseau pour accompagner ces entrepreneurs, eh bien, va se mettre en place un accompagnement à différents niveaux. Tout d'abord, un accompagnement via des coachs qui vont faire sur 7 séances d'1h30 tout un travail d'accompagnement sur la reconstruction personnelle pour permettre à ces entrepreneurs de faire ce deuil, de voir dans ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été positif, pas le mettre de côté. Dans le négatif, voir quelle a pu être leur part de responsabilité pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et puis progressivement, reconstruire ce socle de confiance, d'estime de soi, et dire ok, qui je suis désormais après ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers où je vais aller. Donc ça, c'est le travail du coach. À côté de ça, un parent. J'ai souvent un chef d'entreprise en activité, un père, ou un dirigeant, ou un cadre, ou un entrepreneur qui a pris sa retraite, mais en tout cas au réseau actif, et qui va, avec bienveillance, jouer un rôle un peu de mentor, de miroir, dans cette dimension de reconstruction projet, ou en tout cas un miroir par rapport aux problématiques qui peuvent être rencontrées sur le chemin, que ce soit lié à la liquidation, que ce soit lié à la dimension de reconstruction projet, au moment où effectivement l'entrepreneur est en capacité d'avancer sur un projet, qu'il a défini là où il voulait aller. Et donc sur un accompagnement qui peut aller jusqu'à 2 ans. Donc on accompagne les entrepreneurs post-liquidation jusqu'à 2 ans après leur liquidation, sur un accompagnement qui peut aller jusqu'à 2 ans d'accompagnement. Donc c'est vraiment un accompagnement dans le temps, pour vraiment aller chercher le cœur de ce que la personne veut faire. On n'est pas sur un rebond immédiat. C'est-à-dire si quelqu'un a besoin alimentaire d'aller chercher un job dans le cursus, pour nous c'est pas un rebond. On va vraiment les accompagner à aller chercher le sens de ce qu'ils ont envie de faire désormais. Donc ça, c'est l'accompagnement individuel. Et à côté de ça, un accompagnement collectif dans des réunions mensuelles d'une demi-journée tous les mois qui permet à ces entrepreneurs qui étaient souvent seuls, isolés. On parle de la solitude du dirigeant. L'entrepreneur post-liquidation est isolé, totalement isolé, coupé de tous les liens. Le téléphone qui sonnait tout le temps ne sonne plus, ou alors pour les mauvaises raisons. Et donc, eh bien,
dans ce cadre, porté par des valeurs très fortes, de bienveillance, donc la bienveillance vraiment ressentie, qui est posée sur la table, qui se matérialise, qui est souvent abstrait, et là qu'on vit dans l'association. La bienveillance pour les autres part de soi, ça invite déjà une bienveillance pour soi, pour l'être avec les autres. La solidarité, l'engagement, le professionnalisme, et du coup, qui permet, dans ce cadre de confidentialité, d'échanger avec des pairs, PAIR, qui sont dans des situations similaires mais différentes. Et de ces différences et de leur parcours de rebond, eh bien, ils vont rentrer dans une spirale positive et s'alimenter les uns les autres vers un rebond. On a à peu près 50% des entrepreneurs qui rebondissent en 10 à 12 mois sur un projet salarial, 16 à 18 mois sur un rebond entrepreneurial. De ça, on peut tirer quelques conclusions, et je vais être bref parce qu'il me reste 2 minutes, mais c'est de la même manière qu'il est important d'être accompagné dans la phase de création et de l'entreprise, qu'il est important d'être accompagné aussi dans ces phases-là. On gagne du temps. Il y avait une étude européenne au moment de la création de l'association qui disait qu'en France, suite à une liquidation, un entrepreneur mettait en moyenne 7 ans à rebondir sur un nouveau projet. Bon, dans l'association, on met à peu près 16 à 18 mois. C'est dire, entre guillemets, le gain de temps que permet un accompagnement au final assez construit et au service de l'entrepreneur, mais de son engagement, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans l'association qui va faire à sa place. Le seul acteur, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur qui arrive au sein de l'association, ça reste un entrepreneur. Il est jusqu'à haut. Et donc, il faut juste, effectivement, accepter, tirer l'expérience et la quintessence de cet échec pour mieux rebondir. Donc après, voilà, quelques expériences qui peuvent être partagées, que je partage souvent avec des entrepreneurs, c'est-à-dire, pour entreprendre, c'est toute sa vie. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc il faut savoir effectivement avoir cette humilité de constamment se remettre en question, s'écouter, écouter son cœur, on l'a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a beaucoup la tête, souvent, on dit que le cœur, il a toujours les réponses, mais ça invite à déjà être dans une bonne conscience, une connaissance de soi. Et puis ne pas avoir peur de cet échec. Il y a de plus en plus d'ailleurs de réseaux d'accompagnement qui simulent des scénarios d'échecs raisonnés, comme tu l'as fait. Et je pense que c'est très pertinent. Au réseau Entreprendre, je finirai sur ça, je pense que c'est très intéressant et important. J'avais vu ça dans une vidéo aussi d'un film intéressant que je vous invite à voir, qui s'appelle L'infinie puissance du cœur. Et de dire, pour effectivement, exactement ce que tu as fait. À partir du moment où on est capable de se confronter au pire échec qu'il soit, et qu'on est en capacité de supporter à titre personnel ce qui pourrait se passer, c'est ok, il faut entreprendre. Par contre, si on ne peut pas encaisser ça, eh ben, il ne faut pas, ou alors modifier son projet. Je pense que c'est le point important. D'ailleurs, c'est à venir de la personne du réseau Entreprendre. Voilà, merci à tous. Et c'est ainsi que s'achève la folle histoire de Marcel. Une histoire riche en aventures, en rebondissements, péripéties et rencontres. Une histoire courageuse. Mon histoire qui s'achève, qui se poursuit. Qui se poursuit, tant bien que mal, de petits ratés en petites victoires. Suite à cet épisode de ma vie, j'ai travaillé dans une boulangerie dont le chiffre d'affaires a triplé à la mise en vente de mes tartes à la rhubarbe. En 2012, lors d'une compétition de Scrabble en francophonie, j'ai battu à plate couture le Québécois finaliste. Et je suis repartie avec la coupe et son cœur. Nous sommes partis vivre au Québec. Et en 2014, nous avons fondé un programme de médiation visant à rétablir le dialogue entre Québécois et Amérindiens. J'ai aujourd'hui 2 beaux enfants. Victor, le plus jeune, ayant un handicap moteur, je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper un peu de lui et j'en profite pour écrire mon histoire.
Je veux encourager les audacieux qui entreprennent à ne pas avoir peur de bien se planter pour mieux repousser. Car comme l'a dit un grand homme dans une conférence sur l'échec, après tout, on est tous un peu restés des enfants. Combien de fois ai-je dû tomber avant d'apprendre à marcher? Et que serait-il arrivé si j'avais abandonné à la première occasion, à la première chute? Est-ce qu'on a déjà dit d'un bébé tombé à terre, c'est sans espoir, celui-là n'y arrivera jamais? Finalement, j'ai arrêté d'essayer de repousser toujours l'échec loin de moi. Je crois que c'est à chacun de choisir pour lui-même, mais me concernant, l'échec a fini par faire partie du projet. Mes échecs à moi m'ont toujours beaucoup surprise, fait mal parfois, souvent, mais ils m'ont toujours beaucoup appris. Bonjour à tous. Je vais conclure cette soirée. Déjà, je me reconnais beaucoup dans le personnage qui a été joué, parce que vous allez voir que j'ai planté une boîte et j'ai bien planté ma boîte, bien comme il faut. Et donc du coup, la première chose que je voulais vous proposer, c'était que une fois que j'ai planté ma boîte, maintenant ça fait 1 an et demi, tout le monde me dit « Charlotte, tu as beaucoup rebondi, c'est génial, je fais plein de choses ». Enfin, j'avais d'autres gros échecs dans ma vie, on m'a toujours dit que j'étais un peu comme un kangourou et que je rebondissais en permanence. Et du coup, j'avais envie de partager avec vous que c'était plus subjectif que ça. Et parfois je rebondis pas. Il y a des jours où je suis persuadée d'avoir rebondi, des jours où je ne suis pas persuadée d'avoir rebondi. Par exemple, pour mon père, je suis en échec permanent. Pour ma mère, je suis le roi des kangourous. Et pour mes potes, ils font un peu comme ils peuvent, c'est bof, quoi. Et donc du coup, je vous ai mis des petits bonhommes que vous avez pris à l'entrée. Vous avez des bonhommes verts, ça c'est ma mère. Elle est au taquet, c'est bon, je suis la reine du pétrole. Vous avez des bonhommes oranges chez mes potes qui font comme ils peuvent et qui arrivent à suivre la tornade de ma vie. Et vous avez des bonhommes rouges, là c'est mon père, qui est persuadé que je vais finir sous un pont réellement. Et du coup j'avais envie que vous vous projetiez dans ce que je vais vous raconter rapidement, dans qui je suis, mon parcours. Et que, au fil de ce que vous entendiez, quand vous pensez, comme mon père, c'est pas grave, j'aime beaucoup mon père, vous mettiez un petit bonhomme rouge devant vous. Quand vous dites non, là, elle a sacrément rebondi, vous mettiez un petit bonhomme vert. Et quand vous dites oui, bon, on fait comme on peut, quoi, c'est un bonhomme orange. À la fin de mon intervention, vous pourrez compter le nombre de bonhommes que vous aurez. Et si vous avez plus de vert, vous représenterez ma mère. Si vous avez plus de rouge, mon père, et si vous avez plus d'orange, mes amis. Et moi, ça m'intéresserait beaucoup de voir sur quoi, si vous pensez réellement que j'ai rebondi ou pas avec ce que j'ai vécu. Et surtout, ça va vous permettre de vous positionner et de prendre le pouvoir sur ce que je vais dire, pas être connecté à moi, mais vous, si vous viviez la même chose, est-ce que c'est des choses que vous êtes prêts à vivre ou pas? Et si vous n'êtes pas prêts à les vivre, comment vous pourriez vous protéger plus que ce que je me suis protégée, et ainsi de suite. Voilà ce que j'avais envie de vous poser comme expérience. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est compris? Oui. Du coup, je vais vous raconter ma vie, un tout petit peu, hyper rapidement, parce que ça a déjà été riche et long. Et puis, je vous laisse dégainer vos bonhommes face à vous, puis on fera les comptes en 2 secondes, et puis après, on ira faire du networking, comme on dit tous ensemble. Ok? Alors, déjà, je m'appelle Charlotte. Je crois que c'est énorme. J'ai 30 ans, comme je disais, j'ai planté une boîte, mais alors bien plantée, j'ai des dettes à plusieurs zéros. Je suis actionnaire numéro 1 de beaucoup de cabinets d'avocats de Lyon, tellement j'ai dû me défendre de procès en procès. J'ai vécu 4 prud'hommes sur 8 salariés. J'ai eu des grands moments de solitude. Ça fait 1 an et demi que j'ai quitté ma boîte, que ma boîte m'a quitté, tout de même. Mon homme m'a quitté quasiment en simultané, et puis j'ai eu le temps de me faire quitter par d'autres hommes en plus en simultané. Donc imaginez la solitude, les ruptures, ma boîte, retour chez les parents, comment on fait, comment on s'en sort, le vrai plantage. Voilà. Ça c'est pour que vous ayez le contexte du personnage. Voilà. Hein. Si les dettes à plusieurs zéros vous font peur, c'est le moment de dégainer le bonhomme rouge. Si le fait d'être largué vous fait pas du tout peur, c'est le bonhomme vert, et ainsi de suite.
Du coup, pour comprendre comment j'arrive à être quand même debout là, plutôt vivante, et en plus en ayant un projet, enfin, même pas un projet, en vivant toute une nouvelle activité, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et vous allez voir que des rebonds, ça a été un peu l'obligation. J'ai commencé par la politique, j'ai fait de la politique très très jeune. Et j'ai eu des responsabilités nationales à Paris, et là j'ai vécu la désillusion. J'ai vécu les gardes à vue pour magouille financière, etc. Donc j'aurai toute l'occasion de vous raconter. Je me suis retrouvée à 19 ans d'avoir la signature sur les chèques d'une très grosse association qui a été incriminée pour détournement de fonds. Donc c'était magique. Ça a été une première grosse désillusion, et il a fallu se dire que comme j'avais construit toute ma vie sur le fait que j'allais changer le monde, qu'est-ce que je fais quand j'ai plus l'outil qui me permettait de changer le monde? À la suite de ça, je me suis investie dans l'associatif. Et là, j'ai géré pendant plus de 4 ans un lieu expérimental à Paris, où l'idée c'était de réussir à faire la cuisine et une programmation culturelle avec des mamies du quartier et des jeunes sortis de prison. Donc comment vous dire que je me suis éclatée, que j'ai expérimenté un nombre inconsidérable de trucs, et que là j'ai été habituée de faire des bides complets. Nombre de soirées, quand on programme tous les soirs quelque chose, nombre de soirées où ça a été un vide, mais total. Quand vous faites des soirées rencontres et qu'il y a 2 personnes qui viennent, qu'en plus ils sont déjà en couple, imaginez même pas le carnage. Donc là, on va dire qu'en 4 ans, j'ai pris toutes les claques possibles, imaginables, et j'étais à l'aise. En fait, me planter n'était plus du tout grave. C'était le carnage total. Mais il y avait aussi des très belles réussites. Quand vous voyez qu'une personne à la rue joue au Trivial Poursuite dans la même équipe qu'un prof de fac et qui lui met la patate, imaginez pas que je rentrais le soir et je me dis c'est bon, en fait, on va changer le monde. Sauf que du coup, je me suis beaucoup usée dans l'associatif. J'ai connu les limites de l'associatif, dans le sens où les conseils d'administration, le fait qu'il y ait beaucoup de lourdeur administrative et que moi j'ai besoin d'avoir les mains libres. Donc là, il a fallu rebondir de nouveau, puisque j'allais pas faire ma vie dans quelque chose qui n'était pas à moi. Et puis là, il y a eu l'entrepreneuriat, la boîte que je vous raconte. C'était magique. J'ai eu l'idée du siècle un jour, je me suis lancée à l'arrache. J'avais moins 800 sur mon compte quand je me suis lancée. J'avais moins 800 et plusieurs zéros derrière quand je me suis crachée. Mais au final, j'avais pas d'argent, donc ça change pas grand-chose. En tout cas, j'ai quand même eu ma boîte pendant 4 ans. J'ai pas connu de levée de fonds, j'ai pas fait ça. Je savais pas que ça existait. Moi, je suis travailleur social. Je me suis lancée vraiment... on va dire avec des tripes et jamais dans les règles de l'art. Ce qui fait que j'ai jamais eu les aides, les trucs comme ça, là, qui sont pas mal, des fois pour faire un petit pécule de départ, mais du coup j'ai monté cette boîte et on a quand même vécu 4 ans. 4 ans, j'ai eu jusqu'à 8 salariés, ça a été une très belle aventure, on a fait plus de 450 événements. C'était une entreprise qui a organisé des événements pour interroger les liens sociaux. Par exemple, comment on mettait les mamies dans les boîtes de nuit, on faisait des concerts de jazz dans les kebabs, des défilés de mode dans les PMU. L'idée était de réinterroger nos rapports sociaux. On a cartonné, j'ai travaillé pour tous les plus grands groupes qui existent sur cette planète, plus de 440, et en fait on a craché. Mais royalement, ça ne sera pas l'objet de ce soir, j'ai une conférence qui s'appelle Titanic Business, comment j'ai coulé ma boîte avec un carnet de commandes plein, que je joue assez souvent, vous pourrez regarder, je crois que la prochaine fois c'est le 5 juin. Et donc voilà, j'ai craché cette boîte et là il a fallu rebondir. Et en fait on dit souvent qu'il faut imaginer le pire. Et quand j'avais ma boîte et que c'était chaud, parce que j'ai toujours vécu de manière risquée, je me suis dit en fait, au pire du pire, je serais embauchée. J'ai un CV de dingue, j'ai fait des milliards de trucs, j'ai bossé pour plein de gens, je serais embauchée. Et en fait, quand j'ai planté ma boîte, mon rêve ça a été de choper un CDI. Là, j'avais quand même à peu près 20 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux et sur ma newsletter. J'ai envoyé mon CV à 20 000 personnes en leur disant voilà, j'ai planté ma boîte, j'ai plus rien à faire, j'ai aucun plan B, qui veut de moi? Personne. Ça a été un énorme choc intergalactique. C'est-à-dire que les seuls gens qui m'ont contacté pour me proposer du boulot, ils n'avaient absolument pas compris qui j'étais et ils m'ont contacté pour des jobs où les pauvres, j'aurais été tellement nulle qu'il ne fallait même pas qu'ils me le proposent. Voilà, chargé de com, chargé d'événementiel. En fait, moi, j'oublie même d'amener des verres quand il faut boire du champagne. Donc, c'était pas du tout pour ça qu'il fallait m'appeler. Donc, du coup, je me suis retrouvée le bec dans l'eau et je me suis dit, j'ai rien. Je n'ai pas de chômage, je n'ai pas d'aide. Mon mec vient de me larguer, donc je quitte l'appartement, je retourne chez ma mère et comment je vais m'en sortir? Et bien là, ça a été vachement dur et je pense qu'il faut que tout le monde soit à l'aise avec le fait qu'on puisse vivre des moments très très difficiles. Mais j'ai eu la chance, je sais pas pourquoi, j'ai toujours tenu un peu des journaux intimes à la con, les trucs qui font, vous savez, un peu girly avec des petits bonhommes et tout, là, les trucs, bullet journal, c'est des trucs à la mode. Et du coup, je dessinais un peu là-dedans. Et puis je me suis mis à publier tellement que j'avais plus rien à faire, à publier mes petits dessins sur Internet.
Et là, il y a un directeur d'une école qui m'a dit Charlotte, tu devrais bien enseigner ce que tu fais, ton univers, etc. Et ça a été le début d'une renaissance, puisque j'ai dû théoriser tout ce que j'avais fait à l'arrache depuis tant d'années, et vu que tout ce que je faisais à l'arrache peut-être avait un sens, peut-être avait une méthode, peut-être qu'il fonctionnait. Il fonctionnait s'il était aiguillé, et ainsi de suite, ce qui me permet aujourd'hui d'enseigner, on va dire, une bonne 30% de mon temps. Ça m'a permis aussi d'oser me relancer, de créer une nouvelle structure. Et ça a été vraiment pas facile d'oser me relancer, mais j'ai créé une structure qui travaille exclusivement sur comment permettre aux gens de penser rond dans un monde carré. Donc d'être aussi taré que ce que je peux être, mais d'être totalement adapté au monde carré dans lequel ils vivent, ce qui nous permet d'innover et de faire des choses qui sont efficientes. Ça m'a permis d'être ici ce soir, de pouvoir partager avec vous. Je suis ici ce soir soit abîmée par tout ce que j'ai vécu, abîmée du fait que mes amis sont en train d'investir pour acheter des maisons et que moi, la maison, le crédit que j'ai, c'est pour rembourser cette aventure entrepreneuriale. Mais je suis bien vivante, je suis là, j'ai toujours beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, et donc du coup, en quelque sorte, quelques personnes pourraient dire que ça, c'est du repos. Voilà, j'arrive à vivre mon activité, ma nouvelle activité, ça fait moins d'1 an et demi. Voilà. Ce que je voudrais dire pour habiller ce parcours de vie, c'est que ma vie pro, du coup, ce qui m'a permis de ne pas péter un câble, ou en tout cas pas finir en HP ou suicider, parce que sincèrement, on y pense quand les huissiers viennent prendre tout ce qui nous reste dans notre entreprise, pas chez moi, il n'y avait plus grand-chose déjà, mais parce qu'il ne faut pas croire, hein, quand on plante une boîte, ça fait déjà 1 an, 1 an et demi qu'on se bat, donc ça fait déjà 1 an, 1 an et demi qu'on ne se paye pas, donc je vous laisse imaginer l'état de ce que j'avais plus grand-chose, on va dire. Et donc du coup, on y pense réellement. Je pense que ce qui m'a tenue, c'est ma passion pour comprendre le monde dans lequel on vit et le transformer, ce qui fait que j'ai vu chacune de mes expériences comme des laboratoires, ce qui fait que, en fait, que je fasse ça dans ma boîte, ou que je fasse ça aujourd'hui dans ma nouvelle boîte, ou que je fasse ça comme enseignante, ou dans le café que j'avais à Paris, ou en politique, en fait, c'est un peu la même chose. Et du coup, ça a vraiment construit des choses en moi. C'est-à-dire que, finalement, si je meurs quelque part, je peux revivre ailleurs avec ce même projet qui m'apporte en plus beaucoup plus d'analyse, de recul, et aujourd'hui une connaissance un peu 360 du monde, que ce soit les grands groupes, les institutions, l'associatif, l'entrepreneuriat, ça me permet d'avoir pas mal de cartes. Ça me permet de dire aussi que je vois ma vie comme un apprentissage permanent. Je dis souvent aussi aux gens qui disent « oui, c'est bien d'apprendre » que j'ai assez appris, les gars. Donc si vous pouvez arrêter d'apprendre au moins 1 an, juste que je sois pimpante à nouvelle année prochaine, ça m'irait bien. J'ai aussi une phrase que ma mère m'a souvent dit, c'est d'apprendre que mon énergie, de la mettre à supporter en fait ce que ma personne, les vagues qu'elle va provoquer, parce que je provoque tout le temps des vagues. Il y a toujours des galères avec moi, enfin des galères ou en tout cas des choses soit exceptionnelles, soit galères. Et donc du coup, de supporter ce que vont faire ces vagues-là, plutôt que d'apprendre à aseptiser qui je suis, pour apprendre à ne plus faire de vagues. C'est très bien ce qu'elle m'a appris, sauf qu'elle ne m'a pas appris à me protéger. Et aujourd'hui, dans mon métier, ma passion, c'est de créer des outils pour protéger tous les gens qui ont envie d'être aussi dingues, d'aller jusqu'au bout de leur trip, jusqu'au bout de leurs idées, mais d'avoir des choses qui leur permettent d'être armés pour vivre ça dans le monde carré dans lequel on vit. Donc je pense que j'ai beaucoup pris de ma mère, un petit peu de mon père avec ce nouveau projet. Je lui ai peut-être pas pris assez tôt son rejet total de ma fantaisie. Et donc je dis souvent, ok, on peut tout tenter, on peut tout risquer, mais protégez-vous un minimum. Il y a des outils. Mon obsession est d'en inventer plein. Si vous me suivez sur les réseaux, si vous allez voir sur mon site, j'en dégaine très souvent, j'adore ça. J'en sors un livre que j'ai coécrit avec une amie qui m'a aidé à planter ma boîte, à sauver le plantage de ma boîte. Voilà. On a mélangé nos 2 cerveaux, donc il va sortir à la rentrée. Vous pouvez aller suivre tout ça, donc les outils, le travail sur soi, et c'est ce qui permet de supporter ça. Voilà, je suis riche dans ma tête aujourd'hui, je suis millionnaire en argent perdu. J'ai quand même de beaux défis qui me sont confiés par mes clients. J'ai un prix horaire assumé et surtout qui est non remis en cause par mes clients, ce qui est important, et je pense qu'ils achètent le fait que j'ai planté ma boîte avant. Ils achètent cette expérience riche qui est arrivée avant, parce que je suis un peu plus chère que le marché, et je l'assume, et ça c'est vraiment pour le coup, je pense, le plus gros rebond en moi, qui n'osait même pas demander 3 € quand je travaillais pour Orange ou AXA, etc. Donc imaginez le gap. Hein.
Voilà, j'ai du réseau, des kiffs, beaucoup de choses à raconter quand je fais des rencontres Tinder, donc c'est pratique. Hein. J'ai été larguée, mais du coup, n'imaginez pas les rencarts Tinder, les amis Tinder, bon, après, ils prennent tous la peau des scampettes, mais ça le fait. Mais n'empêche que pour finir, quand même, j'ai encore la boule au ventre, très fortement, quand mon téléphone sonne, surtout quand c'est un numéro inconnu. Je flippe dès que je mets ma carte bleue dans une machine et que je me dis putain, ça va être refusé, je suis dans la merde. Je flippe quand il y a un peu moins de clients que d'habitude. Je flippe quand le loyer doit arriver. Je flippe encore beaucoup. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. J'ai envie de dire quand même vive les claques, puisque c'est quand même le terreau de tout ce que je crée aujourd'hui. C'est grâce à ça que je vis. Mais à quel prix? Voilà.